Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence qui va s'intéresser à la planète Saturne, à savoir Saturne et le titre assez pompeux, faut le reconnaître, le Seigneur des Anneaux. Alors on va s'intéresser à plusieurs choses. Déjà on va s'intéresser à la planète, qui est une planète gazeuse, les anneaux, qui font l'identité de Saturne, les lunes, dont le terme scientifique est satellite, et l'exploration. Donc on va voir tout ça en ces 4 points. Alors d'abord, il faut se placer dans le système solaire. Saturne est la 6e planète du système solaire. Alors pour rappel, il y a 2 catégories de planètes dans le système solaire. Vous avez les planètes rocheuses, donc ce sont des planètes faites de roches, il y a un sol, on peut marcher dessus. C'est les planètes dont font partie Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Alors ces planètes, en général, elles sont de petite taille, proches les unes des autres et proches du Soleil. À l'opposé, on a les planètes gazeuses, qui sont faites de gaz. Elles sont de grande taille, espacées les unes des autres et éloignées du Soleil. On ira voir plus en détail ce que c'est vraiment une planète gazeuse, en s'intéressant à la composition de Saturne. Alors pour ce qui est de la distance, on sait que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Saturne, elle, se trouve 10 fois plus loin, à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Alors le fait qu'elle se trouve plus loin, eh bien elle met plus de temps pour faire le tour du Soleil. Il lui faut 29 ans, 5 mois et 8,4 jours. Alors pour ce qui est de la rotation, Saturne fait un tour sur elle-même en 10 heures et 47 minutes. C'est bien plus rapide que sur Terre. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde bien Saturne de face, on remarque une chose, c'est qu'elle n'est pas vraiment sphérique. Ça vous le remarqueriez surtout en penchant la tête comme ça. En fait, si on compare un cercle, là, on voit qu'elle n'est pas ronde. Elle est plus large à l'équateur qu'au niveau des pôles. Et ça c'est dû à quoi ? Eh bien c'est dû à sa vitesse de rotation très rapide. En tournant très vite sur elle-même, la force centrifuge écarte les bords. Ça concerne Saturne, et aussi Jupiter qui a une rotation très rapide de moins de 10 heures. Alors pour ce qui est de la taille, Saturne a un diamètre 9 fois plus important que la Terre. Elle fait 120 000 km de large, dans sa plus grande largeur. La Terre, elle, en fait 12 700. Alors Saturne, bien sûr, une planète gazeuse, c'est surtout intéressant si on va à sa surface. Donc à la surface de Saturne, on peut voir des nuages, des orages avec des éclairs des millions de fois plus puissants que ceux qu'on a sur Terre. Et pour ce qui est de la température, il y fait en moyenne moins 180 degrés. Ça c'est parce que, à cause de l'éloignement du Soleil, eh bien l'ensoleillement est 100 fois plus faible que sur Terre. Alors, n'essayez pas de poser un astronaute sur Saturne, car comme on l'a vu, c'est une planète gazeuse et donc il n'y a pas de sol. Donc si on lâche un astronaute, eh bien, il va tomber, il va s'enfoncer dans les nappes de nuages, il arrivera un moment où le poids des gaz qui se trouvent au-dessus de la tête, eh bien, finiront par l'écraser. Alors regardons justement ce qu'il y a à l'intérieur de Saturne. Alors d'abord, on a une couche d'hydrogène et d'hélium gazeux. En dessous, sous l'effet de la pression, il faut savoir que ces gaz, ils ont un poids, et bien ce poids génère une pression d'écrasement qui finit par transformer cet hydrogène et cet hélium en liquide. Alors quand je dis un liquide, rien à voir avec un paisible océan, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'eau, c'est assez chaud, plusieurs milliers de degrés, assez visqueux, et complètement inhabitable. Il ne pourrait pas y avoir de la vie là-dedans. Alors cet hydrogène et cet hélium liquide, parce qu'il est en mouvement ce liquide, eh bien il génère un champ magnétique. Un champ magnétique comme celui qu'a la Terre, sauf que là on parle d'un champ magnétique beaucoup plus puissant. Et donc comme sur Terre, ce champ magnétique peut générer des aurores polaires. Il y en a au nord et au sud de Saturne. Alors tout au fond, sous l'effet du poids et de la pression d'écrasement des gaz va transformer l'hélium et l'hydrogène liquide en glace. Alors, c'est une glace qui n'a rien à voir avec celle que l'on connaît sur Terre. Là, c'est de la glace chaude et lourde.
Alors sur Terre, on sait qu'il y a le froid qui peut transformer l'eau en glace, mais ici c'est pas le froid. Là c'est la pression d'écrasement qui transforme les liquides en glace. Un type de glace qui n'existe pas sur Terre. Et c'est pour ça qu'on appelle cela de la glace chaude. Une forme de glace très exotique. Et au centre du noyau, on a de la roche et des métaux. Et bien sûr, sous l'effet de cette pression, il est fait une chaleur infernale. 12 000 degrés. Alors cette atmosphère est très active, et comme d'autres planètes gazeuses, Saturne peut avoir des tempêtes. Par exemple, là ce qu'on voit, cette énorme tache, c'est un orage qui a duré plusieurs mois. Photographié par la sonde Cassini, dont on parlera plus tard. Alors une autre tempête qui elle est permanente, et se trouve au pôle nord de Saturne, c'est ce vortex qu'on voit ici. Et bien ça, c'est une tempête en forme d'hexagone. Elle a une forme géométrique. Alors, cette forme géométrique n'est pas due à un phénomène d'intelligence extraterrestre. Ce sont juste des croisements de vent. Les vents qui remontent de l'équateur se croisent ici à ce niveau, et en se croisant, eh bien ça donne cette forme géométrique. Donc rien de surnaturel. Après, c'est une tempête immense, 2 fois plus grande que la Terre. Et si on regarde de plus près, là ce qu'on voit en rouge, le vortex, eh bien il fait la taille des États-Unis, 4000 km de large. C'est vraiment une tempête gigantesque. Alors pour ce qui est de la masse, Saturne est 95 fois plus lourde, plus massive que la Terre. Alors 95 Terres, visuellement ça donne ça. Et donc si Saturne est plus massive, eh bien elle a une gravité beaucoup plus forte. Un champ gravitationnel beaucoup plus puissant. Alors si on regarde à la surface, quelle est la gravité ? Sur Terre, elle est de 9,8 mètres par seconde carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque seconde, un objet qui tombe sur Terre parcourt 9,8 mètres en plus. Alors ça veut dire qu'en fait, la première seconde, il tombe à 35 km/h, la deuxième à 70, la troisième à 105, etc., etc. Sur Saturne, la gravité à la surface, elle est de 10,44 mètres par seconde carré. Donc c'est la même gravité. Même gravité en surface, ça paraît bizarre parce que juste avant, on vient de dire que le champ gravitationnel de Saturne est plus grand et plus puissant. Comment ça se fait que la gravité est la même en surface ? Eh bien, il y a une explication. Il faut savoir que plus on s'éloigne du centre de la planète, et plus la gravité diminue. Au niveau de la Terre, on est à 6300 km de son centre. Donc la gravité n'a pas beaucoup diminué, 9,8 mètres par seconde carré. Saturne, qui a certes un champ gravitationnel beaucoup plus puissant, eh bien à sa surface, on est déjà à 51 000 km de son centre. Donc la gravité a déjà pas mal baissé, et donc voilà pourquoi, à la surface, on a la même gravité que sur Terre, tout en sachant que c'est une planète qui a un champ gravitationnel bien plus fort et vaste. Alors on peut aussi expliquer cela par la différence de densité entre Saturne et la Terre. C'est-à-dire que si on prend 1 litre de Terre, eh bien 1 litre de planète Terre pèse en moyenne 5,5 kg. 1 litre de Saturne pèse en moyenne 0,68 kg. Ça veut dire que Saturne est moins dense que l'eau. 1 litre de Saturne pèse moins lourd qu'un litre d'eau. Ça veut dire que si Saturne était un objet solide qu'on pourrait plonger dans un océan, eh bien elle y flotterait aussi bien qu'un iceberg. Alors bien sûr, ce qui est remarquable chez Saturne, c'est son anneau, qui est immense. Il fait 65 000 km de large. Comparé à la Terre, ça donne ça. Donc déjà rien que notre planète est minuscule à côté. Et pour ce qui est de son diamètre, eh bien il fait 280 000 km. Là ici, on voit la distance Terre-Lune à l'échelle, qui est de 380 000 km. Donc c'est pour vous dire à quel point il est immense. Visuellement, il a plus d'impact que la planète même. Et si Saturne est bien visible dans le ciel, c'est en grande partie grâce à son anneau. Alors Saturne n'est pas la seule à avoir des anneaux. Toutes les géantes gazeuses en ont, que ce soit Jupiter, Uranus ou Neptune. Seulement chez elles, ces anneaux sont beaucoup plus fins et peu denses, et donc ils ne sont pas visibles depuis la Terre au télescope. La plupart ont été révélés par des survols de sondes spatiales.
comme les sondes Voyager. Alors la question principale qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi cet anneau se trouve ici? Eh bien le responsable, c'est la gravité. Alors pourquoi? Alors pour le comprendre, il faut savoir que plus on est près d'une planète, et plus sa gravité augmente. Elle est forte. Et ça a un impact sur les objets qui tournent autour de la planète. Prenons le cas d'une lune. Cette lune, elle est soumise à deux forces. D'abord, il y a la force de gravité de Saturne qui l'attire vers la planète. Et puis il y a une autre force, la force centrifuge, qui est le résultat de la gravitation de la Lune autour de sa planète. Et bien cette force de gravitation génère une force opposée, la force centrifuge. Donc vous avez d'un côté la gravité qui attire la Lune, et de l'autre côté la force centrifuge qui l'en éloigne. Quand ces deux forces sont équilibrées, eh bien la Lune tourne autour de sa planète sans s'éloigner ou sans se rapprocher. Alors ces deux forces, elles s'opposent. Elles génèrent un tiraillement entre d'un côté la gravité et de l'autre la force centrifuge. Elles tirent sur la Lune. Alors, quand la Lune est loin de la planète, ce n'est pas un problème, car la gravité propre de la Lune est plus forte que ces deux forces de tiraillement. Donc la Lune reste en entier. Mais par contre, quand vous êtes au niveau de l'anneau, et vu que la gravité de Saturne est plus forte, les deux forces de tiraillement sont beaucoup plus fortes que la propre gravité de la Lune qui se trouverait ici. Donc du coup, ces forces de tiraillement, qui en fait sont les forces de marée, eh bien elles prennent le dessus sur les forces de gravité. Donc résultat, si vous mettez une Lune dans cette zone, eh bien elle finit complètement dissoute. Elle finit en un amas de débris qui vont se répandre autour de la planète. Donc voilà pourquoi on a des anneaux à proximité de Saturne, à cause de cette forte gravité qui réduit tout en bouillie. Alors, cet anneau, il a des vides, des espaces. Par exemple, la division de Cassini, qui est l'espace le plus grand, serait due à la gravité de la Lune mi-masse, qui attire une partie des anneaux vers elle. Alors d'autres vides sont dus à la présence de mini-lunes entre ces anneaux. Là par exemple, vous avez le cigare de Saturne, qui a une forme très bizarre, une forme très allongée. Bon, alors ça c'est dû à quoi? Eh bien c'est toujours dû à ces forces de tiraillement, ces forces de marée. Si cette lune était placée de manière perpendiculaire à ces forces, eh bien les forces de marée prendraient le dessus sur sa propre gravité et elle serait dissoute. Or, si elle se place parallèle aux forces de gravité, eh bien là, ces forces de marée ne prennent pas le dessus sur sa propre gravité et la Lune tient en place. Voilà, et ces forces de tiraillement donnent aussi des formes assez bizarres à certaines lunes à l'intérieur des anneaux. Là par exemple, vous avez la Lune Pan qui ressemble tout simplement à un ravioli. Vous remarquerez, Saturne, un cigare, des raviolis, elle a un côté italien. Alors en se baladant entre ces anneaux, ces petites lunes peuvent avoir d'autres conséquences. Alors on peut voir que ces lunes laissent des vagues en arrière sur l'anneau extérieur et en avant sur l'anneau intérieur. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Alors déjà vous avez la gravité de la Lune qui déforme l'anneau. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'anneau, plus il est proche de Saturne, plus il tourne vite autour d'elle à cause de la gravité. Et plus il est loin, plus il tourne lentement. Ici par rapport à notre Lune, l'anneau qui est le plus proche de Saturne va plus vite, celui qui est plus loin va plus lentement. Donc résultat, les vagues de déformation dues à la gravité, sur celui-ci se forment devant, sur celui-ci se forment en arrière. Voilà pourquoi on a ces vaguelettes de chaque côté. Et donc vous l'aurez compris, les anneaux les plus proches sont ceux qui tournent le plus vite et les plus éloignés sont ceux qui vont le plus lentement. Alors d'où viennent ces anneaux? L'une des hypothèses voudrait qu'ils datent de la formation de Saturne. Au départ, il y avait un disque de débris, une partie s'est regroupée pour former la planète, une autre s'est regroupée pour former les lunes, et enfin, les débris qui étaient trop près de Saturne pour pouvoir se regrouper et former des lunes, eh bien sont restés là. Cependant, ce n'est pas l'hypothèse privilégiée. L'hypothèse privilégiée est celle d'une lune qui se serait approchée beaucoup trop près de Saturne et aurait fini dissoute, sous la forme d'un amas de débris qui se serait répandu autour de la planète. Et c'est l'hypothèse qu'on privilégie car
en analysant les anneaux, ils s'avèrent plutôt jeunes, environ une centaine de millions d'années. Alors ces anneaux, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, ce sont des débris de glace. Et quand je dis de glace, c'est principalement de la glace d'eau. Vous avez des blocs dont la taille varie du flocon de neige au rocher gros comme une maison. Alors les anneaux sont très brillants. On dit qu'ils ont un albédo situé entre 0,2 et 0,6. Bon alors c'est quoi un albédo? Prenons l'exemple de la Terre. La Terre, sur 100% de rayons de soleil qu'elle reçoit, elle en reflète 35%. Donc un albédo de 0,35. Et bien les anneaux de Saturne, eux, sur 100% de rayons de soleil qu'ils reçoivent, ils en reflètent 60%, soit un albédo de 0,6. Si on s'intéresse à la Lune, elle reflète 7% des rayons du soleil, soit un albédo de 0,07. Ce qui est très peu. Donc la Lune, qui nous paraît si brillante dans le ciel, si on la remplaçait par l'anneau de Saturne, eh bien, nos nuits n'auraient plus grand-chose de nocturne. Il y ferait aussi jour qu'au moment du coucher du soleil. Et on ne verrait plus les étoiles. Alors certes, un anneau c'est un beau spectacle, mais finalement c'est une bonne chose qu'il ne soit pas là parce que sinon on passerait à côté d'un tas de choses. Alors cet anneau, bien qu'il soit très brillant, il n'est pas très épais. Il fait en moyenne une dizaine de mètres d'épaisseur. Alors pourquoi cet anneau est-il aussi fin? Eh bien il faut s'imaginer qu'au début les débris se baladaient dans tous les sens. Le problème c'est que, dans cette anarchie, lorsque vous avez des débris qui viennent d'au-dessus ou d'en dessous, eh bien il y a des collisions. Et ces collisions, elles peuvent avoir que deux conséquences, soit expulser les débris, soit les forcer à rentrer dans le rang. Résultat, au fil du temps, les collisions mettent de l'ordre en expulsant ou en ordonnant, et ainsi l'anneau finit par s'aplatir. Alors ce phénomène d'aplatissement, il dépend bien sûr de la force de gravité. Donc les anneaux qui sont plus proches de Saturne sont très soumis à ce phénomène, donc ils sont très fins, quelques mètres d'épaisseur. Les anneaux les plus éloignés, eux, eh bien ils sont moins soumis, donc ils sont plus épais, une centaine de mètres d'épaisseur. Alors ce qui est intéressant avec l'anneau, et la planète en général, c'est qu'on ne le voit pas toujours sur le même angle. Des fois on le voit de manière très oblique, donc assez d'au-dessus, et puis des fois on le voit sur la tranche, à un point qu'on a l'impression que l'anneau disparaît. Et cela fait que la planète peut devenir très lumineuse ou peu lumineuse, vu que l'anneau reflète plus ou moins la lumière. Ça c'est dû tout simplement au fait que Saturne est incliné sous son axe de rotation. La Terre a une inclinaison de 23,4 degrés. Saturne, elle, est inclinée à 26,7 degrés, ce qui est pas mal. Alors résultat, vu depuis la Terre, par exemple, quand Saturne est de ce côté, on voit l'anneau incliné vu d'au-dessus. Quand Saturne est de l'autre côté, on voit l'anneau depuis la Terre incliné vu d'en dessous. Et quand Saturne se trouve à l'équinoxe, ici, eh bien on voit l'anneau sur la tranche, incliné dans ce sens. Et quand Saturne est à l'équinoxe de l'autre côté, eh bien on la voit sur la tranche, mais penchée dans l'autre sens. Et bien sûr, vu que Saturne met quasiment 30 ans pour faire un tour du Soleil, eh bien ce cycle varie tous les 30 ans. Alors au-delà de l'anneau, on a les lunes. Saturne comporte en tout 145 satellites naturels. C'est simple, Saturne, de toutes les planètes du système solaire, c'est la plus blindée. C'est elle qui en a le plus. Alors la plupart ne ressemblent qu'à de vulgaires astéroïdes. Ce sont des lunes mineures, principalement faites de glace d'eau d'ailleurs. Elles sont au nombre de 138. Sinon, il n'y a que 7 lunes qui sont de taille importante, qui sont de véritables mondes. Alors vous avez Mimas, Encelade, Thétis, Dionée, Rhea, Titan et Japet. Voilà, par ordre de distance par rapport à Saturne. Alors Titan, qui est la plus grande des lunes de Saturne, est la deuxième plus grande lune du système solaire. La plus grande lune du système solaire, c'est Ganymède qui tourne autour de Jupiter. Ces deux lunes sont plus grandes que la planète Mercure, plus grandes que Pluton, plus grandes que notre Lune, un peu plus petites que Mars,
et voici comparé à la Terre. Et bien sûr l'ensemble comparé à Saturne, qui est une planète géante. Alors intéressons-nous de plus près à ces lunes, par exemple Mimas, qui a une forme assez atypique, puisque ça rappelle un autre objet issu de la science-fiction. Ou encore Japet, la plus éloignée, qui elle est très intéressante puisqu'elle a une face très claire et une face très sombre, et surtout une chaîne de montagnes qui atteint les 20 km de haut. C'est tout simplement l'une des plus hautes montagnes du système solaire. Alors sur l'ensemble de ces lunes, les deux plus intéressantes sont Encelade et Titan. Alors commençons par Encelade. Encelade c'est vraiment une toute petite lune, 500 km de diamètre. C'est un peu plus petit que la France. Voilà, comparé à la Terre, c'est vraiment un tout petit monde. Et pourtant Encelade est très intéressante si on regarde à sa surface, car on peut y voir des failles. S'il y a des failles, c'est qu'en dessous ça bouge. Et encore plus étonnant, on peut voir des geysers qui émergent du pôle sud. Des geysers faits de vapeur d'eau. Et bien ça c'est la preuve qu'il y a un océan sous les glaces d'Encelade. Donc on a d'abord, pour la composition, une croûte de glace d'eau, en dessous une poche d'eau liquide, et enfin un noyau rocheux. Alors comment ça se fait que l'eau soit liquide, alors qu'on est dans un coin du système solaire où il fait très froid? Eh bien le manteau rocheux, il génère de la chaleur et du volcanisme. Cette chaleur fait fondre la glace d'eau, et cette eau liquide parvient à percer la surface et à générer des geysers. Et voilà pourquoi on a de beaux geysers visibles à la surface d'Encelade. Et une grande partie de la glace retombe sous forme de neige et rend la surface d'Encelade très brillante. Alors si on s'intéresse à la surface, pour ce qui est de la gravité, sur Encelade, elle est de 0,113 mètres par seconde carrée, ce qui est très faible comparé à la Terre, quasiment 100 fois plus faible. Donc visuellement ça donne ça. Bon, pour mieux se rendre compte, on va faire sauter un astronaute. Donc sur Terre ça donne ça, et sur Encelade, voilà. Il va falloir attendre plusieurs minutes pour que l'astronaute retombe à la surface. Alors à cause de cette faible gravité, une grande partie de la vapeur des geysers échappe à la gravité d'Encelade et va se répandre le long de son orbite et former un nouvel anneau, un anneau de vapeur d'eau qu'on appelle l'anneau E. Il faut savoir que l'anneau de Saturne est bien plus grand que sa partie visible. Donc sa partie visible, qui est là, et la partie invisible, faite de poussière et de vapeur. Alors on ne la voit pas depuis la Terre au télescope, mais on peut le voir en se plaçant derrière la planète. Là c'est ce qu'a fait la sonde Cassini, elle est passée derrière la planète, elle a pu voir, grâce au rétroéclairage du Soleil, toute cette partie invisible. Et donc là vous voyez bien en bleu l'anneau E formé par Encelade. Alors l'autre lune la plus intéressante, c'est bien sûr Titan. Une lune de très grande taille, 5100 km de diamètre. Alors elle se trouve plus loin, à 1,2 million de kilomètres de Saturne, quand Encelade se trouvait à 238 000. Et cela a un impact sur le temps de révolution. Encelade met 33 heures seulement pour faire le tour de Saturne, quand Titan met 15 jours. À la surface de Titan, la gravité est de 1,4 mètres par seconde carrée. C'est juste un petit peu plus faible que sur la Lune. Mais visuellement, ça donne ça. Alors, ça peut paraître bizarre que sur une Lune bien plus grande que la nôtre, la gravité soit un petit peu plus faible. Et bien ça c'est dû à la densité. Si on prend un litre de Lune pèse en moyenne 3,3 kg. Un litre de Titan pèse en moyenne 1,8 kg. Donc cette Lune, vu qu'elle est moins dense, eh bien ça explique pourquoi sa gravité n'est pas plus grande que celle de la Lune, qui est pourtant plus petite. Alors le plus intéressant sur Titan, c'est qu'elle a une atmosphère. Il faut savoir que quasiment toutes les lunes du système solaire n'ont pas d'atmosphère, et Titan est la seule à en avoir une épaisse, aussi épaisse que celle de la Terre, si ce n'est même un peu plus. À la surface de Titan, la pression est de 1450 hectopascales. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur Titan, le poids de l'air que vous avez au-dessus de la tête, il génère un poids
de 1450 grammes par centimètre carré, soit quasiment 1,5 kg par centimètre carré de pression. Sur Terre, cette pression est de 1015 hectopascales. Donc on voit sur Titan, c'est 1,5 fois plus important que chez nous. Pour ce qui est de la température, sur Titan, à cause de l'éloignement du Soleil, il fait moins 180 degrés. Sur Terre, c'est en moyenne 15 degrés. Enfin c'était, hein. Maintenant c'est plus. Pour la composition, sur Titan, on a 98,4% d'azote, 1,6% de méthane. Quand sur Terre, on a 78% d'azote et 21% d'oxygène. Donc on peut voir c'est quand même une composition assez proche, puisque le gaz majoritaire c'est de l'azote, comme chez nous, mais sans l'oxygène. Alors si on regarde la composition verticale, sur Titan, à 30 km on a des nuages de méthane, à 50 des nuages d'ammoniac, et encore au-dessus, une zone de brume. Sur Terre, les nuages évoluent en dessous des 15 km d'altitude. Sur Titan, ils évoluent beaucoup plus haut. Pourquoi ? À cause de la plus faible gravité. La gravité étant plus faible sur Titan, l'atmosphère est beaucoup moins compressée et elle s'étale sur une plus grande hauteur. Alors si on regarde ce qui se cache sous l'atmosphère de Titan, on peut voir des choses très intéressantes. Des surfaces liquides, avec des lacs, des fleuves et des rivières. Titan est l'endroit du système solaire qui ressemble le plus à la Terre. À sa surface, vous pourriez voir des nuages qui donnent des orages, de la pluie qui alimente des rivières, des fleuves qui se jettent dans des lacs et des mers. Et on y trouve également des volcans. Bref, on a tout comme sur Terre, seulement là-bas, il fait moins 180 degrés. Donc ça ne peut pas être de l'eau qui coule. Alors pour comprendre, comparons la composition de Titan et de la Terre. Alors, on a déjà des similitudes. Dans les deux cas, on a une croûte terrestre, des surfaces liquides et une atmosphère. Alors sur Terre, cette croûte terrestre est faite de silicates et de métaux. C'est la roche que l'on connaît bien. Les surfaces liquides sont faites d'eau et l'atmosphère, principalement de l'azote et de l'oxygène. Sur Titan, il fait moins 180 degrés, donc l'eau, là-bas, elle ne peut pas être liquide. Elle y est dure comme de la roche. Et d'ailleurs, la croûte terrestre de Titan est faite de glace d'eau. Tant qu'aux surfaces liquides, elles sont faites de méthane. Le méthane est un gaz comme l'air qu'on respire sur Terre, et là-bas, à moins 180 degrés, il est liquide comme l'eau, ou comme l'azote liquide. Et l'atmosphère, elle, principalement faite d'azote. Alors le méthane, sur Titan, il se comporte comme l'eau. Alors sur Terre, l'eau, elle s'évapore des mers et des océans, se transforme en nuages, nuages qui à l'intérieur des terres donnent de la pluie qui alimente les cours d'eau qui vont ensuite se jeter dans les mers. Et le cycle recommence. C'est le cycle de l'eau. Et bien sur Titan, on a exactement la même chose avec le méthane. Il s'évapore des mers et des lacs, il remonte à l'intérieur des terres, il donne de la pluie, et cette pluie alimente des rivières et des fleuves qui finissent par se jeter dans les lacs et les mers. Et le cycle recommence. Bref, c'est exactement la même chose que sur Terre, mais avec un autre élément. Alors dans les deux cas, on a un manteau en fusion qui alimente un volcanisme. Alors sur Terre, c'est tout simplement des silicates et des métaux en fusion. Sur Titan, c'est de l'eau liquide mélangée avec de l'ammoniac. Alors l'ammoniac est important car il permet à l'eau d'être liquide à des températures bien en dessous de 0 degré. Et c'est pour ça qu'on a sur Titan des volcans que l'on qualifie de froids, des cryovolcans. Car la température de ce qu'ils crachent est bien en dessous de 0 degré. Donc au final, si on résume la composition de Titan, on a d'abord une croûte faite de glace d'eau, en dessous un manteau d'eau liquide, donc ça serait une sorte d'océan, encore en dessous de la glace d'eau chaude sous pression. Alors oui, je sais, c'est bizarre. Là, en dessous, l'eau est sous forme de glace, pas à cause du froid, mais à cause de cette pression d'écrasement qui transforme le liquide en solide, malgré que l'eau soit chaude. Et puis encore en dessous, on a un manteau rocheux fait de silicates. Donc si on résume, sur Terre comme sur Titan, on a des surfaces solides, des liquides,
et une atmosphère. Sur Terre, la surface solide est faite de silicates et de métaux, tandis que sur Titan, c'est de la glace d'eau. Eau qui est liquide sur Terre, tandis que sur Titan, c'est du méthane. Mais dans les deux cas, on a une atmosphère principalement faite d'azote, avec une proportion d'oxygène pour la Terre. Au final, si Encelade et Titan sont si intéressantes, c'est parce qu'elles ont la présence d'eau liquide. Et qui dit eau liquide, dit peut-être de la vie. Alors ce qui permet à l'eau d'être liquide sur ces mondes, c'est la chaleur qui est présente à l'intérieur. Seulement, cela pose un problème, car normalement, le cœur de ces lunes ne devrait pas être aussi chaud. Prenons le cas de la Terre. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. Au départ, c'était une boule de magma et elle s'est refroidie. Alors à l'intérieur, elle est restée chaude. Elle a conservé sa chaleur et c'est ça qui lui permet aujourd'hui d'avoir du volcanisme. Si on compare la Terre à Mars, ce n'est pas la même chose. Alors toutes les deux au départ étaient des boules de magma, elles se sont refroidies, mais Mars étant une planète bien plus petite que la Terre, eh bien elle s'est refroidie beaucoup plus vite, et aujourd'hui, elle n'a plus assez de chaleur interne pour avoir un volcanisme, contrairement à la Terre qui est assez grosse pour avoir encore de la chaleur. Du coup, sur Titan et Encelade qui sont encore bien plus petites que Mars, eh bien depuis qu'elles se sont formées, elles ne devraient plus avoir de chaleur intérieure. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Pourquoi ? Eh bien c'est à cause de la gravité et des forces de marée. Les forces d'étirement déforment la Lune. Et quand la Lune fait un quart de tour sur elle-même, elle est redéformée dans l'autre sens. Et bien en tournant sur elle-même, ces déformations génèrent des frottements qui génèrent de la chaleur. Cependant voilà, les lunes qui tournent autour de Saturne ne tournent pas sur elles-mêmes par rapport à leur planète. Elles lui tournent autour en lui présentant toujours la même face. Et donc il ne peut pas y avoir ces déformations. Et en fait ce verrouillage gravitationnel est dû à ces forces de marée. Cette déformation permanente freine la rotation de la Lune qui finit par s'arrêter. Et tourne autour de sa planète en lui montrant toujours la même face. C'est ce qui s'est passé pour notre Lune. Les forces de marée ont ralenti énormément sa rotation jusqu'à qu'elle soit complètement synchronisée et verrouillée en direction de la Terre. Alors il faut savoir que la Terre elle aussi subit la même chose. Sa rotation est freinée. Mais vu qu'elle est beaucoup plus lourde que la Lune, eh bien le freinage est beaucoup plus lent. Et aujourd'hui, elle ne s'est toujours pas arrêtée de tourner par rapport à la Lune. Mais elle freine. Il faut savoir qu'à l'époque des dinosaures, les journées duraient 23 heures. Et quand la Terre s'est formée, avec la Lune, les journées duraient que 6 heures. Et au final, il faudrait attendre des dizaines de milliards d'années pour que la rotation de la Terre soit verrouillée sur celle de la Lune. Ce phénomène de synchronisation concerne Titan, mais aussi toutes les autres lunes du système solaire, que ce soit les lunes de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, ou la nôtre. Mais du coup, qu'est-ce qui réchauffe l'intérieur de ces lunes ? Eh bien, il faut savoir qu'en tournant autour de Saturne, Titan et Encelade s'en éloignent et s'en rapprochent, car elles ont une orbite elliptique. En s'éloignant et en se rapprochant, la force de gravité varie. Et si la force de gravité varie, eh bien les forces de marée elles aussi, résultat la Lune est plus ou moins étirée, et ces différences d'étirement génèrent des frottements qui génèrent de la chaleur. Voilà ce qui réchauffe l'intérieur d'Encelade et de Titan, ce qui permet à l'eau d'être liquide sous les couches de glace. Maintenant, intéressons-nous à l'exploration de Saturne. Ça a commencé en 1979 avec la sonde Pioneer 11 qui est la première à la survoler. Elle a pu faire les premières photos rapprochées. Bon, c'était des photos de mauvaise qualité, normal, c'était une mission de test pour voir s'il était possible de traverser la ceinture d'astéroïdes et d'aller jusqu'à vers Jupiter et Saturne. Les premières vraies missions, c'est en 1980 avec Voyager 1 et Voyager 2 en 1981. Elles ont photographié la planète avec grand détail. Que ce soit les anneaux, la planète elle-même. Alors ça, ces photos très colorées, elles sont faites avec différents spectres. Là, c'est des photos faites dans l'ultraviolet. C'est ce qui permet de voir les différents types de gaz et comprendre la composition de la planète.
également les photos des lunes. Alors Voyager 1 a voulu voir Titan de très très près, mais malheureusement elle n'a rien vu. Pourquoi ? Et à cause de ces épais brouillards qui empêchent de voir la surface. Ça a été une grosse déception, mais c'est ce qui a aussi encouragé à envoyer de futures missions. Et justement, 20 ans plus tard, est lancée la sonde Cassini-Huygens, partie en 97 de la Terre et arrivée en 2004 autour de Saturne. Alors il s'agit de la sonde la plus impressionnante et coûteuse jamais construite. Un engin de 6 tonnes et de la taille d'un autobus. Elle est composée de 2 éléments, l'orbiteur, qui est américain, qui contient une très grande quantité d'instruments scientifiques. D'habitude, il faudrait prévoir 2 sondes pour envoyer autant d'instruments, et en plus une 3e sonde, à savoir un atterrisseur européen, Huygens, destiné à se poser sur Titan. Ce dernier est placé dans une capsule et posé sur le ventre de la sonde. Sur la photo, on le voit ici. Et pour envoyer tout ça vers Saturne, il a fallu utiliser la plus grande fusée de l'époque, Titan IV. Et si elle a le même nom que la Lune de Saturne, c'est tout à fait par hasard. Alors malgré tout, cette fusée n'est pas assez puissante pour envoyer la sonde directement vers Saturne. Alors du coup, comment faire ? Eh bien Cassini va utiliser l'effet de fronde, c'est-à-dire qu'elle va passer à proximité de plusieurs planètes pour utiliser leur gravité et leur vitesse pour accélérer. Donc là, on part de la Terre, on survole Vénus pour utiliser sa gravité et sa vitesse pour accélérer. Ensuite, Cassini refait encore un survol près de Vénus. Et là, direction la Terre pour la survoler en 99. Et ensuite, la sonde est catapultée vers le Jupiter, qui va lui donner son impulsion finale en direction de Saturne pour l'atteindre au bout de 7 ans de voyage. Alors, en arrivant sur place, il faut se mettre en orbite. Donc, tourner autour de Saturne. Alors, c'est pas facile, car pour ça, il faut passer entre les anneaux. Alors d'abord, la sonde met un coup de frein. Ensuite, elle oriente son antenne vers l'avant pour être protégée par les débris qui pourraient se trouver entre les anneaux. Ensuite, elle passe à travers les anneaux, dans une zone vide, un espace entre les anneaux, et en juillet 2004, la voici enfin en orbite. Alors avec ses moteurs, elle peut modifier sa trajectoire, et ainsi avoir une orbite modifiée. Cela lui permet de survoler à la fois la planète, ses anneaux, et l'ensemble de ses lunes, pour pouvoir tout explorer dans l'environnement saturnien. Alors en décembre 2004, Cassini s'est positionné près de Titan pour lancer l'atterrisseur Huygens. Elle l'a largué et il va mettre 20 jours pour rejoindre la surface de Titan. Cassini, elle, reste à proximité pour récupérer ses messages radio. Le 14 janvier, la sonde arrive sur Titan. Alors en rentrant dans l'atmosphère, à cause des frottements, ça chauffe. Quand vous frottez le bras comme ça chauffe. Alors imaginez dans de l'air à plusieurs dizaines de milliers de km/h, ça chauffe beaucoup. Heureusement, la sonde est protégée par son bouclier thermique. Une fois la surchauffe terminée, elle ouvre un premier petit parachute qui ouvre la capsule, et ensuite c'est un grand parachute qui s'ouvre et qui ralentit la descente. On largue le bouclier, et la sonde commence à faire des analyses et à prendre des photos. Elle filme sa descente, et en même temps elle envoie tout ça à Cassini par onde radio. Alors en descendant, l'air devenant lourd et la gravité étant faible, le parachute ralentit beaucoup trop. Donc, pour pouvoir rejoindre le sol avant que les batteries ne soient épuisées, on ouvre un parachute plus petit qui permet d'accélérer la descente. Et comme ça, on atteint le sol au bout de 2 heures. Une fois posé, Huygens fait des analyses du sol, prend une photo et envoie ses dernières données à Cassini qui est resté là-haut. Puis la sonde cesse de fonctionner et elle ne marchera plus. Sa mission est terminée. Alors il faut savoir qu'on ne savait pas du tout sur quoi Huygens allait se poser, puisque quand Voyager avait survolé, il n'avait pas réussi à voir ce qu'il y a à travers les nuages. Donc la sonde s'est posée sur le sol, mais elle aurait très bien pu se poser sur une mer de méthane. Heureusement, elle avait été conçue pour flotter au cas où cela arrive. Et ça aurait été la première fois que l'on pose un engin sur une surface liquide, ailleurs que sur Terre. Alors, grâce à Huygens, on a découvert le vrai visage de Titan.
voici une des images de la descente. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, là, vous avez un réseau de rivières et de fleuves qui se jettent dans un lac. Ce sont les fameuses surfaces liquides. Et si on regarde l'endroit où Huygens s'est posé, qu'est-ce qu'on voit? Voici la photo. Donc, on a des galets et du sable. Et bien ça, ce genre de truc, on ne le trouve que dans un seul type d'environnement, ce sont les rivières ou les fleuves. Donc ça veut dire que Huygens s'est posé dans le lit d'une rivière asséchée. Oui, sur Titan aussi, il peut y avoir des sécheresses. Et donc voici une vue d'artiste de l'endroit où Huygens s'est posé. Donc grâce à Huygens, on connaît le vrai visage de Titan. C'est une lune à l'atmosphère épaisse et brumeuse, où seul Saturne arrive à se montrer. On y trouve des mers de méthane, et cela fait que Titan est l'endroit qui ressemble le plus à la Terre dans le système solaire. Mais on ignore s'il y a de la vie. Alors il faut savoir que Huygens n'avait pas un émetteur radio assez puissant pour envoyer ces informations vers la Terre. Donc il les a envoyées à Cassini, qui les a récupérées, et ensuite envoyées de manière amplifiée vers la Terre. Et sur Terre, on récupère le tout avec de grandes antennes. Alors après Titan, Cassini va aller explorer le reste du système saturnien. Mais elle va resurvoler plusieurs fois Titan. Avec un radar, elle va pouvoir regarder à travers les brouillards et les nuages de l'atmosphère et ainsi dessiner la surface de Titan. Et en découvrant en particulier ses lacs et ses mers, comme par exemple la Kraken Mare qui se trouve près du pôle Nord. Elle a également repéré les volcans, ces fameux volcans froids qui crachent de l'eau en dessous de 0 degré, et au final, on a pu dresser la première carte complète de la surface de Titan. Une carte certes, pour l'instant pas très détaillée. Cassini a également survolé Encelade et a découvert ces fameux geysers. Elle a également survolé ces anneaux, elle les a explorés comme jamais et avec grand détail. Elle y a repéré ces fameuses petites lunes, ces satellites bergers qui évoluent entre les anneaux. Et on lui doit également d'autres images fascinantes de l'anneau. Et ce que vous voyez ici, c'est l'ombre projetée de l'anneau que vous avez là devant sur la planète qui se trouve derrière. Là c'est Saturne qui est derrière, là c'est une lune qui par rapport à la photo se trouve bien plus devant l'anneau et la planète. Et bien sûr, la vision arrière de l'anneau avec ses parties discrètes éclairées par le soleil. La sonde a également étudié la planète avec grand détail, en particulier ses tempêtes, comme la tempête polaire en forme d'hexagone, ou encore ce fameux orage qui s'est déroulé sur plusieurs mois. Elle a découvert de nouvelles lunes. Elle a pu faire cette photo où le point bleu que l'on voit là en bas n'est rien d'autre que la Terre, avec la Lune qui se trouve ici à côté. En septembre 2017, la mission se termine en envoyant Cassini se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne. Alors pourquoi faire ça? Eh bien il faut savoir que la sonde n'a pas été décontaminée en partant de la Terre, donc elle a certainement des bactéries qui se trouvent dessus. Or si jamais la sonde s'écrasait sur Titan ou Encelade, eh bien il y aurait un risque de contaminer leurs océans avec nos bactéries à nous. Donc pour éviter que ça arrive, on a envoyé la sonde cramée dans l'atmosphère de Saturne. Et c'était également l'occasion d'étudier sa haute atmosphère en faisant des analyses et en envoyant les résultats vers la Terre jusqu'à que la sonde n'en soit plus capable parce qu'elle finit désintégrée. Et en s'écrasant dans Saturne, cela a sonné la fin de la mission après 13 années bien fructueuses et très très riches en résultats. Et ces résultats, au final, ont apporté plus de questions que de réponses à un point qu'on veut envoyer de nouvelles missions. Donc Saturne fera l'objet évidemment d'une exploration future. Déjà Encelade, un endroit très prometteur pour trouver de la vie, puisqu'il y a de l'eau liquide, et qu'en plus, elle jaillit à la surface. Pour ça, on imagine une sonde qui aurait juste à passer à travers les geysers et ramasser de l'eau à la petite cuillère pour l'analyser. Et essayer de trouver s'il y a de la vie dedans. C'est l'endroit du système solaire où il est le plus simple pour récupérer un échantillon d'eau liquide. Et donc là où c'est le plus facile pour espérer trouver de la vie. L'ESA planche sur un projet baptisé Moonraker. Mais il s'agit d'un projet sur papier et pas vraiment d'une mission lancée et financée. Donc ça, pour l'instant, c'est encore dans un carton. Et bien sûr, Titan. Titan fera l'objet d'une exploration encore plus poussée, car c'est peut-être, après Mars, l'objet le plus fascinant du système solaire. On pourrait par exemple envoyer un ballon sonde,
qui flotterait dans l'atmosphère et pourrait ainsi cartographier toute la surface, et également l'explorer, étudier la météo de Titan, envoyer un engin amérir dans une mer titanienne, ça serait ainsi la première fois que l'on amérit sur un monde autre que le nôtre, et étudier ce qu'il y a dans les liquides titaniens. Certains ingénieurs imaginent carrément d'envoyer un sous-marin explorer sous les lacs, et ainsi comprendre la chimie complexe qui y est à l'œuvre. Et pourquoi pas aussi envoyer un rover qui explorerait la surface de la même manière qu'on le fait sur Mars. Mais tout ça, ce sont des projets. Mais il y en a un qui est bien lancé. C'est la mission Dragonfly. Donc là, la NASA est en train de préparer une sorte de drone, alors un drone de très grande taille, puisqu'il fait la taille d'une moto, est capable de voler à la surface de Titan. Ce qui n'est pas compliqué vu que l'atmosphère y est assez épaisse et surtout la gravité très faible. Donc un engin volant, fonctionnant comme un drone, est capable d'aller explorer les différents environnements de Titan. Cette mission devrait normalement partir de la Terre en 2026 et arriver autour de Titan en 2032. Alors une grande question, pourrait-il y avoir de la vie sur Titan? Alors on a l'habitude de dire que pour que la vie apparaisse, il faut de l'eau liquide. Eh bien certains scientifiques imaginent que sur Titan, le méthane puisse jouer exactement le même rôle que celui que joue l'eau liquide sur Terre, et qu'on pourrait avoir sur Titan une vie qui s'hydrate à partir de méthane. Alors ça serait une vie très différente de chez nous, car à moins 180 degrés, les réactions chimiques sont beaucoup plus lentes, et donc ça serait une vie très très lente. Mais la possibilité de l'existence de cette vie est purement hypothétique. C'est de la science-fiction, pour l'instant on n'a pas le début d'une preuve que cela serait possible ou pas. Alors bien sûr, tous ces engins qu'on enverrait sur Titan auraient besoin d'une sonde relais pour transmettre leurs informations amplifiées vers la Terre. Et cette sonde tournerait autour de Titan. Et pour ce qui est de l'exploration humaine, eh bien aujourd'hui, ça n'est que pure science-fiction. Car avec nos moyens actuels, il faudrait 5 ans pour rejoindre Saturne. Donc est-ce qu'on y arrivera en 2050, 2060, 2070 ? Dur à dire. Et pourtant, ça serait très intéressant d'y aller. Surtout sur Titan. Titan serait sans doute l'endroit du système solaire le plus agréable à vivre après la Terre. Il n'y serait pas compliqué d'établir une colonie, et on pourrait s'y déplacer en avion grâce à l'épaisse atmosphère et la faible gravité. Mais surtout, Titan est le seul endroit en dehors de la Terre où l'atmosphère est respirable. Alors quand je dis respirable, bien sûr, avec la faible température, moins 180, il faut porter un vêtement très chaud. Et vu qu'il n'y a pas d'oxygène, eh bien, il faut emmener des bouteilles avec soi. Mais au final, contrairement à la Lune ou sur Mars, pas besoin d'un scaphandre. Il suffit d'une grosse doudoune et d'un masque à oxygène. Et il est probable que les astronautes titaniens, dans leur habitat, ne respireront pas un air importé depuis la Terre, mais un air extérieur, enrichi en oxygène. Cela fait que Titan serait un endroit assez agréable à vivre pour l'humanité. Mais en attendant, Saturne est et reste certainement l'endroit le plus riche et le plus intéressant du système solaire, après la Terre, bien entendu.